Ce balado est une présentation du Centre de services scolaires Chemin du Roi. Apprendre, réaliser, ensemble. Bienvenue à Après la cloche, le balado conçu pour accompagner les enseignants dans leur parcours professionnel avec une attention toute particulière pour ceux en début de carrière. Notre mission? Vous offrir des outils pour grandir, nourrir votre bien-être et renforcer votre sentiment d'appartenance à la communauté enseignante. Ici, nous partageons des histoires inspirantes d'enseignants et d'experts qui, chaque jour, contribuent à créer un milieu scolaire humain, inclusif et bienveillant. Bonjour et bienvenue dans notre balado sur l'insertion professionnelle en enseignement. Mon nom est Pascal Romano et je suis ravie d'être accompagnée aujourd'hui, comme toujours, par François de Caroufel. Salut François! Bonjour tout le monde! On vous propose aujourd'hui un épisode très important sur un sujet qui prend de plus en plus de place dans nos écoles, l'accueil des élèves en situation d'immigration. Chaque année, on observe une hausse significative du nombre d'élèves issus de l'immigration dans nos milieux. Pour les accueillir et surtout pour les soutenir efficacement, il faut ajuster nos façons de faire, repenser notre enseignement, mais surtout mieux comprendre les réalités de ces élèves et de leurs familles. Pour explorer ce sujet avec sensibilité et profondeur, on reçoit deux personnes formidables. Joanne Lanouette, conseillère pédagogique en francisation, et Geneviève Hull, qui est mentor et enseignante en francisation. Bonjour à vous deux. Bonjour, buenos dias. Bonjour, Joambo. Merci! Wow, Merci. Quelle belle entrée! Dans notre plus récent tableau de bord de l'éducation, on apprend qu'il y a 36,11 % des élèves de la formation générale des jeunes qui sont issus de l'immigration. C'est énorme. Il y a certaines régions comme Montréal, par exemple, qui approchent même les 70 %. En Mauricie, notre proportion avoisine plutôt les 20 %. Donc, un élève sur 5, quand même, provient de l'international. C'est une réalité qui est de plus en plus présente dans nos écoles et qui appelle à une meilleure compréhension. Joanne, dis-nous, pour bien amorcer cette discussion-là, est-ce que tu pourrais nous expliquer c'est quoi les différentes catégories d'élèves immigrants qu'on retrouve dans nos classes et quels statuts ou types d'immigration là, sont les plus fréquents dans nos milieux? Oui, il y en a plusieurs des catégories d'immigration. On peut parler de travailleurs temporaires, travailleurs qualifiés, les réfugiés, des résidents permanents, des visiteurs, des étudiants internationaux et aussi de demandeurs d'asile. Tout dépendant du moment de l'année, on accueille de différents statuts, mais on les accueille tout au long de l'année. C'est vraiment dans notre mission. Et il y a des programmes là, qui est fait vraiment avec le gouvernement du Canada où ils vont chercher des travailleurs. Alors, c'est ce qui amène un autre type d'immigration. Joanne, j'aurais une autre question pour toi. J'aimerais savoir d'où proviennent ces élèves. Est-ce qu'on observe certaines tendances ou des changements récents dans les pays d'origine? Oui, présentement, on accueille beaucoup d'élèves là, qui sont originaires d'Haïti, qui ont passé par les États-Unis et qui, présentement, font le chemin vers ici parce qu'il y a un programme qui a terminé aux États-Unis. On accueille aussi beaucoup de familles du Maghreb, là, l'Algérie, Tunisie, Maroc, là, on en accueille beaucoup. Eux viennent comme travailleurs, souvent les parents. Mais c'est ça. Fait que ces catégories-là, on a encore aussi beaucoup de l'Afrique. L'Afrique du Sud, un peu moins, mais l'Afrique centrale, énormément encore. Puis j'imagine que toi, d'avoir plein de gens qui viennent de ces différents pays-là, à un moment donné, tu dois commencer à comprendre un peu leur réalité culturelle à chacun. Il doit y avoir des lignes qui se dessinent. Oui, c'est sûr que il y en a qui ont des portraits vraiment différents, puis vraiment difficiles, mais il y en a beaucoup. Là, mettons qu'on sait que les élèves qui arrivent du Maghreb, que mettons, ils apprennent le français seulement à partir de la 3e année. Fait que, on sait que s'ils arrivent plus jeunes, mais ils ne connaissent pas beaucoup le français. Ou les enfants qui arrivent d'Haïti, ils ont perdu leur créole parce qu'ils ont passé par les États-Unis, c'est plus l'anglais. Alors oui, au fur et à mesure, on commence à avoir leur petit topo. C'est riche, là, aussi oui, pour toi riche de connaître tout ça parce que tu pars avec une meilleure connaissance, exact. des fois, compréhension. Oui, puis Joanne aussi, on entend souvent parler du processus de classement des élèves immigrants à leur arrivée. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne? Qui fait ce classement-là? Selon quels critères aussi? Puis quels sont les types de classes qui peuvent accueillir les élèves qui arrivent de l'immigration? Oui. Alors, on est à notre année 1 de notre guichet d'accueil centralisé. Alors, tout se fait au service éducatif, là, qui est ici, là, maintenant, entre les deux cégeps. Alors, ça se fait là. Ils ont un rendez-vous, on les rencontre. On fait un petit portrait avec le parent pour mieux connaître leur enfant. Pendant ça, là, moi, je fais le portrait de l'enfant, son évaluation de la compétence langagière, puis par la suite, j'ai à prendre une décision.
pour son classement. Alors, on a comme 3 choix, mettons, là, les plus majeurs. Alors, le premier choix, c'est de dire, oh, l'enfant ne parle pas du tout français ou presque pas. Bien là, ça va être la classe de francisation. Le deuxième choix, c'est un élève qui a quand même une bonne base en français, ses compétences sont quand même bonnes. Bien, il va aller dans une classe régulière, mais peut-être qu'on va lui donner des mesures de soutien linguistique pour mieux l'accompagner. Quand on parle de mesures de soutien, c'est quand on dit « Ah, il y a accès à de quelqu'un en francisation. » Oui, c'est ça, des donc. mesures de francisation, Parfait. souvent qu'on entend aussi, tu as raison. Et ou sinon, un élève qui parle très bien, son niveau est très bon et tout, bien, il va intégrer comme tout autre Québécois dans la classe régulière. Il y a encore de l'ajustement parce que le vocabulaire, ça prend 5 à 7 ans à acquérir une langue là, parfaitement. Fait que c'est possible qu'il y ait des vocabulaires qu'ils ne connaissent pas, mettons, plus culturels, mais ça vient là, avec le temps. Fait que c'est les 3 choix. Puis c'est important de dire que tout ça, c'est à notre centre de service Oui. scolaire Chemin du Roi. On sait qu'on a des auditeurs d'ailleurs. Là. Oui, évidemment, ça, c'est un choix de c'est centre de service. C'est notre choix donc, ici, oui. Très bien. Geneviève, as-tu autre chose à ajouter par rapport à l'accueil? Bien, non. Bien, en fait, c'est très bien expliqué. Là. Donc, les élèves, il faut vraiment définir leurs besoins là, lorsqu'ils arrivent pour que, par la suite, on puisse mieux définir en milieu scolaire qu'est-ce qui va répondre davantage à leurs besoins pour faciliter leur intégration. Donc, puis dis-moi, est-ce que du point de vue là, d'une enseignante comme toi, dans quel état arrivent ces élèves-là? Ils arrivent dans leur classe, ils ont des besoins. C'est quoi les principaux besoins que vont présenter ces élèves-là à son arrivée? Bien, je te dirais, Pascal, que pour la plupart des élèves, les besoins, l'état général qu'on retrouve, c'est que les élèves se sentent déracinés. Pour plusieurs, ils vont avoir un choc par rapport à leur culture. D'autres vont rencontrer un choc par rapport au niveau de la langue qui est totalement différente de dans leur pays. On a aussi des élèves qui vont arriver, ils vont se sentir fatigués, ils vont être comme préoccupés aussi au niveau émotionnel parce qu'ils ont vécu des situations plutôt difficiles dans les derniers temps, comme par exemple la guerre ou une séparation de la famille. Donc, il faut toujours avoir en tête que ces élèves-là sont moins disponibles aux apprentissages dans les premières journées. Et au revers de la médaille, bien, on a des élèves qui sont très motivés, qui ont très hâte d'arriver à l'école, de faire des apprentissages. Ils sont très reconnaissants d'avoir leur place dans la classe, leur pupitre, leur casier. Donc, nous, comme enseignants, c'est vraiment important qu'on ait en tête tous les types d'élèves qui peuvent se présenter pour pouvoir bien définir leurs besoins. Mais dans l'ensemble général, les besoins qu'on doit créer, nous, comme enseignants, c'est vraiment de créer des liens avec les pairs, de s'assurer que l'élève a un lien de confiance rapidement avec nous comme enseignants. De tout de suite, dans les premières heures, là, je vous dirais que de prendre contact avec l'élève, seul à seul, de lui expliquer que au Québec, les enseignants, on a une approche bienveillante, basée sur le respect. On ne se fâchera pas si tu fais des erreurs. Au contraire, on va s'en servir pour pouvoir mieux enseigner par la suite. Donc, quand les élèves ont senti qu'ils peuvent avoir confiance en nous, ça les aide beaucoup là, à répondre à leurs besoins. Bref, là, Pascal, j'ai envie de te dire que plus on connaît nos élèves, plus on connaît leur parcours, plus ça va nous aider à répondre à leurs besoins par la suite pour l'intégration. Tout à fait. Wow, c'est tellement bien répondu. Oui, hein? Oui, c'est complet. On aime ça, hein? Vraiment. Mais c'est ça. Mais tu sais, de connaître leur parcours, de s'intéresser à leur culture, c'est toujours... Ils se sentent mieux accueillis, tout ça. Fait que ça aide vraiment beaucoup. Puis, il faut se dire aussi des fois que c'est pas le choix de l'élève de s'en venir ici. Oui, là. c'est vrai. Fait que, tu sais, c'est vraiment de se mettre un peu dans leur peau, de dire, OK, si les parents sont venus ici pour le travail et tout ça, eux, ils ont laissé leur famille, ils ont laissé les amis. Fait que c'est difficile pour eux. Fait que c'est vraiment d'essayer de les sensibiliser puis d'être bienveillants et accueillants comme tout le monde. Ça Tout les à aide fait. énormément. Tu m'as parlé aussi en pré-entrevue qu'il y avait souvent un parcours migratoire que Oui. tu appelais. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que Dans le c'est? fond, pour les personnes qui ont vécu, qui arrivent ici comme réfugiés, on a leur parcours migratoire. Fait que pour vraiment mieux comprendre, c'est des situations qui sont vraiment assez pointues, assez délicates. Oui. Alors, ce parcours migratoire-là, là, il est dans le dossier d'aide de l'élève qui est déposé dans un endroit sécure pour pas qu'il soit à la vue de tout le monde et que tout le monde y ait accès. Mais tu sais, ça explique vraiment beaucoup de choses, leur démarche migratoire, ce qu'ils ont vécu, est-ce qu'ils ont vécu de la violence, le manque de nourriture, des choses comme ça. Mais tu sais, c'est vraiment quelque chose qui peut nous aider à mieux comprendre. Tout à fait. Puis, c'est vraiment riche là, pour mieux les accueillir. Oui, évidemment. Je me rappelle d'une vidéo. Un jour, j'avais suivi une formation avec toi, Joanne. Une vidéo qui avait été tournée en classe de francisation ici à Trois-Rivières. Et les élèves parlaient de leur parcours migratoire. Et c'était une vidéo
extrêmement touchantes. J'avais les yeux pleins d'eau tout le long de voir qu'on avait des petits cocos ici, là. Tu sais, c'est pas loin, là. C'est dans nos classes au centre de service ici qui avaient vécu tellement de choses difficiles. Tu te dis, hey, quel sac à dos quand même. Ils le portent quand ils arrivent. Là. Oui, ça. Oui, c'est incroyable. Oui. J'ai une question pour toi, Geneviève. De quelle façon, on sait que tu dois les accueillir, puis moi, comme enseignante, mon premier réflexe, c'est d'utiliser la parole, hein? Oui. Les mots pour rassurer, pour sécuriser. Là, on parle d'enfants qui ne te comprennent pas. Il y a une grosse barrière de la langue. De quelle façon, là, tu les sécurises? C'est sûr que, Pascal, l'accueil des élèves, moi, je mentionne toujours aux enseignants, ça se fait pas la journée qu'il arrive à l'école. Nous, on a la chance... Exactement. Dès que passé le guichet d'accueil à notre CSS, tout de suite, il y a une visite qui est organisée pour que l'élève puisse venir rencontrer son enseignante, même des fois les élèves de la classe. Oui. Donc, dès le premier contact, on établit tout de suite un lien. Hein? Puis, oui, tu as parlé de la barrière de la langue, mais le non-verbal de l'enseignant, c'est d'avoir un sourire. Hein? Des fois, on est préoccupé, donc on sourit moins, mais de garder en tête que le non-verbal, ça parle beaucoup. Hein? Tout à fait. Tu sais, on se pose souvent aussi des questions comme enseignante, comment je pourrais m'y prendre? Il faut se fier à notre instinct, être bienveillant. Travailler beaucoup le contact humain, tu sais, d'aller vers lui, d'être chaleureux, porter attention beaucoup, comme je vous l'ai mentionné, tu sais, le non-verbal, c'est très, très important. Et aussi d'avoir une attitude positive par rapport aux élèves quand ils arrivent, tu sais, de montrer que on a le droit d'avoir des émotions qui sont partagées comme enseignant. On est content d'accueillir un nouvel élève, mais on a le droit aussi de ressentir du stress par rapport à des fois des petites tâches administratives qui vont s'ajouter. Puis je fais juste une petite parenthèse, c'est que nous, en classe régulière, habituellement, si on a un nouvel élève dans l'année, c'est beau, puis ça arrive une fois ou 2 ans. Là, tandis qu'en francisation, c'est régulier. Fait que c'est sûr qu'il y a toujours une adaptation de la part de l'enseignant qui, des fois, peut être dans le jus à ce moment-là. Le moment peut ne pas lui convenir. Mais effectivement, il faut surtout, j'imagine, éviter que l'enfant le sente puis d'être toujours dans l'accueil et le bonheur puis pour préparer les autres élèves aussi. Exactement. Donc, tu sais, même si on ressent du stress, moi, je mentionne toujours aux enseignants qu'on a quand même l'obligation de lui faire vivre une expérience d'accueil positive. Hein? Il a le droit à ça et c'est important. Ensuite, quand il arrive dans la classe, je te dirais, Pascal, qu'on prépare plusieurs activités brise-glace qu'on appelle. Hein? Des activités qui sont un petit peu plus ludiques, un peu plus tranquilles. Par exemple, faire un dessin, écouter de la musique douce. Ça peut être aussi, parfois, juste utiliser les arts plastiques. Hein? C'est tellement thérapeutique, c'est tellement libérateur pour nos élèves qui ont une expérience de vie et qui en ont besoin aussi. Il n'y a pas de langue dans l'art. Hein? On a tous le même langage. Exactement. Et ce qui est très facilitant aussi, quand j'ai parlé tantôt du pairage, tu sais, nos élèves, là, ils sont là pour accueillir l'élève avec nous. Moi, j'aime beaucoup dire... Notre classe va accueillir un nouvel élève et non pas j'accueille un nouvel élève dans ma classe. Hein? Tu sais, c'est important de responsabiliser le groupe. C'est comme une grande famille. Là. Exactement. Puis plus on crée un climat d'entraide et de respect, bien, nous, comme enseignants, on va se sentir valorisés, c'est agréable, mais surtout, les élèves vont être valorisés de pouvoir partager leur culture, leur langue. Exactement. Puis probablement que des fois, ils doivent trouver des pairs qui viennent du même pays, là, surtout que ça y va un petit peu par vague, comme tu expliquais, selon les programmes, selon les contextes politiques, par exemple. Nos élèves nous aident beaucoup aussi dans l'intégration, de trouver des élèves qui parlent la même langue, qui viennent du même pays, qui viennent... donc, c'est vraiment très aidant à ce moment-là quand on fait un bon pairage. Et qui viennent de vivre l'accueil, eux aussi. Oui, ils viennent de vivre cette insécurité-là. Exactement. Oui. Super. De ton côté, Joanne, as-tu des petits trucs à ajouter? C'est ça, je l'écoute parler Geneviève, puis je me disais, c'est tellement... Moi, je me souviens que je disais aux enfants, hey, tu te souviens, on t'a accueilli, maintenant, c'est toi, c'est ton qui accueille le nouvel ami. Tu vois comment tu as cheminé, tu as progressé. Fait que c'est vraiment wow aussi. Puis on est leur premier visage significatif, là, ici, quand ils arrivent. Là, un pilier, là. Et un pilier, c'est ça. Fait que c'est vraiment quand on les accueille bien, tout ça, mais on est vraiment toujours leur ressource tout au long de l'année, tout au long des prochaines années. Quand ils nous croisent... au supermarché ou qui nous croisent sur la rue, tout ça, là, c'est comme... Ils sont contents c'est de nous la revoir. personne qui... La ressource, là. La ressource, oui, vraiment. C'est vraiment bien. Geneviève, en plus d'accueillir cette clientèle-là en francisation, ben, tu mentors aussi des enseignants qui sont moins expérimentés et qui ont parfois leur premier contact avec ces élèves-là. C'est quoi tes principaux conseils que tu veux leur partager? Bien, tu sais, Pascal, tout comme moi, tu fais du mentorat aussi. Donc, la dimension humaine en mentorat, elle est tellement importante. C'est tellement la base de toute chose. Tu sais, on a compris que plus on investit du temps et de l'énergie sur les enseignants, sur le bien-être des enseignants, on a compris que c'est les élèves qui vont en bénéficier au bout de la ligne. Tu sais, si un enseignant n'est pas bien, là, qui n'a pas partagé ses émotions,
il va avoir de la difficulté à être bien devant la classe Tout à aussi. fait. On est des agents multiplicateurs. Donc, c'est important de vraiment propager du positif. Donc, en premier, ce qui m'intéresse beaucoup en mentorat, c'est comment l'enseignant se sent. Oui. Je leur dis souvent, tu sais, tu as le droit d'être content, puis tu as le droit aussi d'avoir une émotion qui est partagée, Oui. comme je l'ai expliqué tantôt. Hein. Oui. On est des êtres humains, tu sais. Donc, souvent aussi, le conseil que je donne aux enseignants en début de carrière, c'est de ne pas s'isoler. C'est tellement important de ne pas rester tout seul dans notre classe, d'aller vers nos collègues, d'aller vers nos ressources qui sont là aussi. Oui. Donc, souvent, je prends le temps de m'asseoir avec eux, puis de faire l'éventail des ressources qui sont disponibles pour eux autres. Puis quand je parle de ressources, là, je parle autant des ressources internes à l'école Oui. que les ressources externes à travers notre CSS. Puis là, j'identifie vraiment avec eux. On les nomme ensemble. Je ne leur donne pas les solutions. On les nomme ensemble, les ressources à l'école. Tu peux aller voir la psychologue, tu peux aller voir les agents de réadaptation, les psychoéducateurs, ton éducatrice spécialisée, c'est ton bras droit. N'hésite pas à fait. lui partager. Les autres enseignants aussi qui enseignent à ton groupe, les enseignants d'éducation physique, peut-être qu'ils ont une vision différente de tes élèves. Donc, c'est important vraiment de discuter avec eux. Des fois, je leur dis, sens-toi à l'aise aussi d'aller t'asseoir avec ta direction, de lui partager tes besoins. Tout à fait. Puis, ensemble, vous allez trouver des solutions. Puis je pense que de plus en plus, les directions sont conscientisées puis sensibles Oui. à mettre du temps sur les Oui, puis ils sont jeunes très ouverts enseignants. aussi. Oui. Exactement, puis à les aider puis à donner des ressources supplémentaires. Exactement. Puis, souvent, les ressources à l'extérieur de l'école, il y a des conseillers pédagogiques. On a des formations aussi qui sont offertes. Puis, des fois, les enseignants en début de carrière ne sont pas toujours au courant des formations. Donc, on n'hésite pas à leur partager là, qu'est-ce qu'il y a de disponible. Puis, mon coup de cœur aussi que j'aime partager, c'est de dire que même si on a la barrière langagière, de ne pas hésiter à communiquer avec les familles. Comment on fait ça? Comment on fait ça? Mais tu vois, mais c'est une bonne question aussi. Tu sais, à notre centre de service scolaire, on a la chance d'avoir des interprètes qu'on peut faire une demande pour avoir des interprètes qui nous aident à faire le pont avec les familles. Puis on a vraiment des interprètes Ah, dans toutes oui. les langues. C'est incroyable Absolument. quand même. On en Je a ne savais dans- pas. Exactement. On fait affaire avec des organismes qui nous aident à trouver des interprètes dans les langues quand c'est plus spécifique aussi. Puis, les rencontres avec les familles et les interprètes, c'est pas juste aux rencontres de parents qu'on peut s'y permettre. N'importe quand on en ressent le besoin, ça nous aide beaucoup à bien comprendre l'historique de nos élèves. Tout à fait. Aussi, on peut en apprendre sur leur passé scolaire. Donc, c'est très facilitant et très gagnant aussi. Puis les parents, ils l'apprécient beaucoup. Bien, puis dans de nous tous les rencontrer. contextes, Oui, Puis vraiment. dans tous les contextes, de rencontrer les parents, c'est une source très, très riche d'informations. Exactement. On aime ça, aller avoir du jus, puis c'est sûr que là, tu sais, de se passer de ça à cause de la barrière de la langue, ça serait bien triste. Ça serait triste. Alors certain. là, Oui. tout à fait, il faut Oui. le faire probablement plusieurs fois dans Exactement. l'année. Exact. J'ajouterais aussi que maintenant, à notre centre de service, on a aussi une ressource là, qui travaille avec nous au service éducatif qui s'appelle Mme Paola, qui est agente de développement. Puis elle fait toujours elle fait le pont entre la famille et l'école et tout ça. Ouais. Fait que, tu sais, c'est vraiment une belle ressource. Des fois, elle a une belle vision de qu'est-ce que c'est l'immigration, bien sûr, parce qu'elle est elle-même immigrante, mais aussi d'aller chercher les bonnes informations. Les parents se confient très facilement à Mme Paola. Fait que je pense que ça peut être aussi une bonne ressource. Mais ça, on parle des élèves qui ont passé. Mais Oui. même si c'est un élève, mettons, dans ta classe qui n'a pas passé par nous ou peu importe, bien, tu sais, Mme Paola est là aussi pour aider tout le monde de la commission scolaire. Le centre de service. Bonsoir, là, Super. Ben oui, c'est ça, on va l'avoir. Joanne, quand vient le temps d'évaluer les apprentissages de ces élèves, là, quels sont les défis qu'on rencontre? Puis c'est quoi les pratiques qui sont les plus adéquates? Oui, ça, c'est l'évaluation. Alors oui, c'est sûr que nous, en classe d'accueil et francisation, on utilise le bulletin ILSS, qui s'appelle Intégration linguistique, scolaire et sociale, et on y va avec des paliers. Nous, notre programme est fait sous forme de paliers en français, paliers de 1 jusqu'à 4. Alors, on les évalue selon les paliers, et mettons qu'on dit qu'un élève est de palier 2, bien, par la suite, il faut lui mettre une cote, une appréciation, alors ABCD. Alors, c'est vraiment par des paliers et par cote qu'on peut évaluer le français. Et le palier, est-ce que c'est selon le niveau scolaire? Ça va par cycle, mettons. OK, Oui, par on y va cycle. par cycle. OK. Et puis, en mathématiques, ben, c'est une cote ABCD. Puis, on se fie vraiment au niveau de l'enfant. Fait que le commentaire qu'on émet au bas de la matière est vraiment important parce que les programmes étant différents d'un pays à l'autre, bien, un élève peut être d'âge 3e année, mais dans le fond, nous, on prend l'élève où il est puis on le fait avancer. Fait que peut-être qu'il est plus de niveau deuxième année, admettons, puis
on développe les savoirs et tout ça pour l'amener vers la 3e année. Nous, notre but, c'est de l'amener plus loin. Alors, notre commentaire est vraiment très justificatif. Donc, il pourrait commencer au début du cycle ou à la fin, il n'y a pas de... tout dépendant vraiment de son niveau. C'est là. en plein ça. On le prend où il est, puis on le fait cheminer par la suite. Là. C'est vraiment ça. Puis, il y a aussi une nouveauté quand même. On a parlé tout de suite de la nouveauté depuis à peu près 2 ans, que même des élèves qui sont intégrés en classe régulière peuvent avoir le bulletin ELSS. On a beaucoup plus d'immigrants francophones, qu'on pourrait dire, mettons qu'on dit qu'ils viennent du Cameroun, mais parfois ils ont été dans un système bilingue, mais ils sont francophones aussi. Alors, pour leur laisser une période d'adaptation, pour leur laisser le temps de s'adapter à leur nouveau milieu, de s'adapter au nouveau programme, au nouveau style d'enseignement, bien, on leur permet aussi le bulletin ELSS. Ça, c'est super important, puis je ne savais pas ça. On a été confrontés, une mentorée et moi, il y a quelques semaines. Elle me dit, Pascal, mon élève, ça va pas. C'est un immigrant aussi, puis de milieu francophone. Donc, j'ai dit, bon, sors-moi tes évaluations. Là, on va essayer de regarder ensemble qu'est-ce qu'on peut faire avec lui. Puis là, elle me sort une évaluation de mathématiques. Et là, écoutez le contexte. Ça se passe au zoo. Et ils doivent mesurer le périmètre, le volume et l'air de certaines cages. Et avec un budget, ils doivent s'acheter de la barbe à papa, des slushs. Un contexte tellement québécois. Tellement québécois qu'il y a des référents que, assurément, le petit coco du Maroc ne comprend pas. Fait que là, on s'est posé la question, là, ton élève, y a-t-il des difficultés en référent québécois ou ton élève, il y a des difficultés en mathématiques? Effectivement. Puis finalement, on s'est rendu compte que cet élève-là, il était absolument en mesure d'additionner là, des nombres décimaux puis de calculer de l'air puis du périmètre, mais il fallait juste le mettre dans un contexte qu'il connaît. T'sais, il n'était pas capable de se faire une image de la situation. Puis j'ai parlé après ça avec une conseillère pédagogique en mathématiques au primaire. Ici, on a Annie Grandmont qui est extraordinaire et qui m'a dit, écoute, Pascal, avec les nouveaux arrivants, on essaye vraiment de garder des contextes scolaires. La seule affaire qu'on sait qu'ils connaissent, là, bien, c'est le milieu dans lequel ils sont actuellement. Ils savent c'est quoi une classe, un pupitre, une chaise, une cour d'école. On se limite à ça dans nos examens de maths. Il faut que ça corresponde à ça pour leur laisser l'occasion, finalement, de juste se concentrer sur les chiffres et de maîtriser là, le contexte. Effectivement. Souvent, ils apprennent dans leur pays, c'est souvent sous forme de connaissances. Là, vraiment, ils savent multiplier, diviser. Ils savent tout ce qui est plus didactique, mais de le mettre dans des compétences, comme nous ici, on est bon là-dedans, bien, pour eux, c'est une très grande difficulté. Là. Mettre dans le bon contexte, en fait. Oui, le mettre dans le contexte. Tout à fait. Puis c'est là que c'est donc bien plus pertinent que même nos élèves qui sont francophones puissent avoir le droit à ce bulletin-là. Là. Effectivement. Joanne, j'ai une autre question pour toi. J'aimerais ça que tu nous nommes des ressources qui sont disponibles dans les milieux pour aider les équipes écoles à mieux accueillir ces élèves-là puis soutenir leur intégration. Oui, on est à mettre en place, on travaille là-dessus. Là. C'est dans un des projets là, sur notre to-do list de mettre un protocole d'accueil pour chaque école. Alors, nous, ce qu'on va faire, ça va être un canevas général, mais ensuite, chaque école va y mettre sa couleur. Fait que ça va aider à les accueillir vraiment. Puis à uniformiser. Là, à uniformiser. Là. Fait que le canevas va être fait, puis eux vont le mettre vraiment à leur couleur. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup. Et puis je peux-tu encore une fois t'interrompre? Je m'excuse. Vas-y. Non, mais c'est juste que je me disais, avant, tu sais, on avait des élèves qui étaient issus de l'immigration. C'était ciblé dans des écoles. Mais tu sais, quand on s'éloignait des centres, quand on allait dans des milieux là, très, très favorisés, là, je pense à des milieux 1, par exemple, on n'en avait pas. Là, ou extrêmement peu. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a des écoles qui étaient probablement très avancées au niveau du protocole d'accueil, puis d'autres pour qui c'est très, très nouveau. Puis, tu sais, on a vécu, là, nous, récemment, justement, on en parlait à Saint-Anne-de-la-Pérade, là, il est arrivé, une famille. Tu sais, tout d'un coup, là, c'est ça, là, plein de familles qui arrivent en même temps parce que le fermier de la région a décidé, justement, d'embaucher. Et là, ces écoles-là se sentent un peu démunies parce qu'ils n'en ont jamais eu, puis ils n'ont pas eu à mettre des protocoles en place. Fait que je trouve ça super bien. Oui. Puis là, maintenant, avant, c'était beaucoup plus au centre, là, où il y a, au centre à Trois-Rivières. Ici, mettons qu'il y en avait le plus, mais là, on en a beaucoup à Louisville. On en a à Saint-Anne-de-la-Pérade, Saint-Anne-de-la-Pérade. Il y en a partout sur notre territoire maintenant. Exact. C'est vraiment une très grande c'est une nouveauté pour certains. Oui. C'est vraiment de bien les sensibiliser puis bien... c'est pour ça le protocole d'accueil, ça va être aidant pour quand c'est le moment de s'en servir, ils vont l'avoir. Fait qu'on travaille là-dessus. Il y a aussi plein de choses qu'on aime bien. Là, c'est sûr que nous, on a toujours un œil, mettons, sur la commission scolaire, le Centre de services scolaires de Montréal, la CSSDM. Eux, ils accueillent énormément. Puis leur site là, qui s'appelle Cybersavoir, c'est vraiment
vraiment, là, je dirais une Bible. C'est vraiment, nous, on s'y réfère parce qu'ils sont très, très... Très avancé. C'est ça, ils ont je ne sais pas combien de CP dans francisation, puis c'est super bien détaillé pour eux. Merveilleux. Puis il y a un autre site que moi, j'adore, c'est vraiment Élodile, qui est fait par l'UQAM et l'Université de Montréal. Je pense que c'est un partenariat, mais c'est vraiment, vraiment bien fait. Et aussi Biblius. Biblius, qui est vraiment aussi une belle référence pour ce qui est des livres numériques. Et il y a des livres dans plusieurs langues. C'est ça. C'est vraiment génial. Ouais? Là, C'est ça, vraiment... mais les profs réguliers, on ne sait pas ça. Non, On c'est utilise ça. Biblius parce C'est ça. que, mon Dieu, c'est des livres accessibles, mais je En ne savais ligne, pas. ouais, mais c'est Oui. ça. Exactement. Dans plusieurs langues, je ne savais pas non Dans plus. plusieurs langues, même Tout des à langues fait. autochtones aussi. Là. Il y a la Wow. Tibet-Kamek et d'autres langues, là, mais c'est vraiment une belle ressource. Pour conclure, j'ai une dernière question pour vous deux, en fait. Quelles seraient vos meilleures pratiques ou coups de cœur à partager avec vos auditeurs et auditrices pour favoriser une intégration qui est réussie et qui est humaine? Ah, c'est sûr qu'on ne peut pas te nommer juste un coup de cœur parce que des coups de cœur, on en vit quotidiennement. Hein. C'est pas grave, on en a besoin de beaucoup, Ah, nous plein de autres. coups de cœur. On en a Faut leur toujours en donner besoin. plein. Mais tu sais, il faut prendre le temps, je pense, d'être à l'écoute de leur culture pour créer, comme on l'a dit tout à l'heure, un lien. Plus le lien va être fort, plus ça va faire de beaux échanges avec nos élèves. Et de les rendre fiers de leur Oui. diversité aussi. Tu sais, quand ils présentent un livre sur Exact. Biblius dans la langue de leur pays, bien, ça Exact. peut les rendre fiers Oui. puis faire briller. Tu sais, Oui. Puis moi, mes deux activités préférées, ce sont les causeries. Hein? Pas toujours de faire une causerie le matin en arrivant, de cibler n'importe quel moment dans la journée, de prendre le temps de discuter, de les écouter parler, peu importe leur degré d'apprentissage du français, on les écoute et on chemine chacun à son rythme. Ça, c'est toujours un coup de cœur et les élèves aiment parler, même si ce n'est pas leur première langue. Puis une autre activité que j'aime beaucoup faire quand mes élèves, ça fait quelques jours, voire quelques semaines, parce que ça dépend des élèves, c'est de leur demander d'apporter 2 ou 3 objets de la maison, si c'est possible. Sinon, ils le dessinent. Des fois, on peut avoir des photos pour nous partager leur culture, d'où ils viennent, de leur pays. Puis c'est toujours un succès là, pour les aider à se présenter un peu plus officiellement. Oui. Merci. Ouais. C'est sûr que je pourrais en nommer plein, moi aussi, mais Ah oui. mettons les journées culturelles. Il y a certaines écoles qui ont fait ça, Oui. les journées culturelles, puis c'est vraiment, wow, ils sont tous contents de s'habiller comme la couleur de leur pays, puis d'arriver, ou des fois avec un plat, mettons, que maman a préparé, puis, tu sais, de pouvoir le partager. Oui, Puis vraiment. moi, juste aussi de s'intéresser à leur langue, tu sais. Oui. Moi, je dis toujours, ah, comment on dit ça dans ta langue? Tu sais, fait que là, mettons, tantôt, on faisait des blagues, tu sais, Jumbo. Fait que là, non, madame, Jumbo. Fait que, Oui. mais ils sont tellement contents. Puis, tu sais, Oui. c'est difficile d'apprendre le français. Fait que quand nous, on se trompe, mettons, en apprenant leur langue, là, ils disent, hey, pas juste moi qui peux se tromper. Là. Fait que, Ah oui, hein, ça c'est replace. ça. Fait que ça, moi, juste de s'intéresser à tout ce que... Ah, qu'est-ce que tu manges, toi, le matin pour déjeuner, mettons, tu sais. Mais, tu sais, vraiment s'intéresser à eux, là, c'est vraiment tout le temps génial. J'imagine Fait que, inviter les parents aussi, les et les intégrer. parents, de plus en plus. Puis, tu sais, nous, cette année, on a fait des formations pour les parents, ce qui était une nouveauté aussi. Puis, ils sont là, puis ils sont vraiment contents, mais des invités à l'école. Souvent, Ah oui. on les Ben invite dans oui. des activités qui sont plus ludiques ou, tu sais, dans des choses comme ça. Puis, fait qu'on crée des liens. Fait que quand on vient pour les rencontrer ton bulletin ou des choses comme ça, mais le lien est déjà créé. Fait que Oui. la Oui. confiance est là. Fait C'est que, vrai. Puis pour qu'ils le Faut y voient penser. aussi, pour qu'ils comprennent aussi Oui. notre école dans la société québécoise, Qu'est-ce elle a que l'air c'est? de quoi. Ouais. Tu sais, je pense que tu le nommais tantôt, on a la belle particularité d'être très, très bienveillant envers nos enfants. oui. Bien, c'est bien que les parents viennent dans Oui. les écoles puis qu'ils le voient, ça Oui. aussi. Et Ça les effectivement. rassure beaucoup. Oui, Ouais. j'imagine. Hey, merci. Merci vraiment à vous deux, Joanne, Geneviève, pour votre travail. Ça fait une grande différence dans la vie de ces personnes-là. Votre humanité, votre passion est vraiment contagieuse. À chaque fois que je parle avec vous, j'ai envie de tout lâcher pour aller enseigner en francisation. C'est beau, beau, beau. Fait que ça parle beaucoup là, de votre façon de bien exposer votre passion. Merci, Pascal. Merci. Oui, vraiment, merci. On repart vraiment avec des pistes concrètes puis une meilleure compréhension de cette réalité complexe, mais tellement enrichissante pour nos écoles. Et nous vous invitons à vous abonner ou à suivre notre balado pour ne rien manquer de nos nouveaux épisodes. Et j'en profite pour remercier la merveilleuse équipe de la Boîte Ronde qui nous accueille dans leurs locaux pour enregistrer nos épisodes. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode sur la rentrée scolaire. En attendant, prenez soin de vous et de vos élèves. Merci. Merci. Merci.